cependant pas seulement anticapitaliste. Je suis aussi antiproductiviste. Parce que le pétrole ou les gaz de schiste socialistes ne seraient pas plus écolos que le pétrole ou les gaz de schiste capitalistes. Parce que le nucléaire socialiste ne serait pas moins dangereux ou plus autogérable que le nucléaire capitaliste. On nous dit que la crise économique, que le chômage, que la précarité rendrait inaudible l'écologie. Je vois l'évolution en quelques mois de mon copain Montebourg. Arnaud Montebourg avait publié quelques semaines avant d'être nommé ministre un bouquin extraordinaire qui s'appelle L'anti-manuel de politique. Et Arnaud Montebourg dit dans ce bouquin qu'il faut avancer vers une société de la gratuité, vers une civilisation, dit-il, de la gratuité. Il dit que la grande solution, c'est de partager les revenus, mais aussi le travail. Et on a vu en quelques semaines, en quelques mois, le bon Arnaud Montebourg se métamorphoser en staccanobourg, en staccanoviste courant d'une entreprise qui ferme à une autre, mais sous la figure d'un pompier totalement impuissant. Ce qui est en cause, ce n'est pas sa bonne volonté. Ce qui est en cause, c'est son incapacité actuelle d'agir et de penser en dehors du système. Et je dirais qu'une bonne partie de la réponse aux questions que pose Staccanobourg, ça devrait être notre copain Benoît, c'est-à-dire le ministre de l'écologie sociale et solidaire. C'est dans la relance de l'idée coopérative qu'on a un élément de la réponse à ce qu'est aujourd'hui cette crise. On voudrait aujourd'hui opposer ce qui serait une gauche sociale généreuse qui milite pour l'augmentation du pouvoir d'achat à une gauche écolo, soucieuse de la terre, mais peu soucieuse des pauvres. C'est se tromper. C'est oublier qu'il va falloir apprendre à opposer autrement, justement, les questions. On pourrait très bien donner du pouvoir d'achat sans croissance économique. Il suffirait pour cela de lutter contre l'obsolescence programmée, de fabriquer des machines à laver qui durent 25 ans et on sait faire, plutôt que des machines conçues pour casser au bout de 4-5 ans. Ça serait très bon pour la planète, ça serait très bon en termes de pouvoir d'achat, ça serait très bon en termes d'émancipation, comme disait Jaurès. Parce que ça ferait qu'on n'aurait plus besoin de perdre autant notre vie pour travailler et pour consommer. On pourrait également défendre à la fois la planète et l'économie en luttant contre les gaspillages. Il y a un chiffre qui est extraordinaire. Quand nous l'avons découvert, j'ai demandé à notre équipe d'aller vérifier, tellement ce chiffre me semblait incroyable. Et il est juste. 93% des matières premières utilisées dans les processus industriels ne se retrouvent pas dans le produit final, sont gaspillées. Qu'il y ait des gaspillages, c'est normal. Qu'il y ait des rebus, c'est normal. Mais de faire que plus de 90% de ce qu'on extrait de la planète ne servent à rien, ça pose problème. Eh bien, on ne serait pas voué à l'impuissance. Travaillons en concertation pour fixer par filière d'industrie des quotas permettant de réduire ces gaspillages. Imposons non seulement une augmentation drastique des durées obligatoires de garantie, si on passe à des garanties décennales sur les objets courants, cela va donner sacrément de pouvoir d'achat, mais on peut aussi imposer aux fabricants de créer des produits qui peuvent être réparés. Dans mon voisinage avec le mouvement Emmaüs, on se heurte de plus en plus à une difficulté. C'est que les nouveaux produits industriels ne sont pas réparables. Eh bien, rien ne nous empêche de développer une réglementation rendant obligatoire la possibilité de réparer, rendant obligatoire la mise à disposition
des segments d'appareils qui cassent. C'est-à-dire, nous ne sommes pas démunis. Je ne crois pas à la fameuse thèse du retard. On nous dit, si la droite, si la gauche, si le centre ne sont pas encore écolos, c'est parce qu'on n'a pas encore eu le temps de le devenir parfaitement. Bref, une sorte de thèse du retard. On serait un peu en retard au niveau de la pensée sur l'évolution de la planète. Ça, c'est réconfortant comme thèse, mais c'est totalement faux. La gauche, au XVIIIe et au XIXe siècle, était beaucoup moins productiviste que la gauche au XXe siècle. La gauche au XVIIIe et au XXe siècle, et au XIXe siècle, était foncièrement antiproductiviste. Je dirais que ce productivisme de gauche, c'est donc pas une maladie infantile. C'est la conséquence de choix stratégiques, de choix politiques. Ce qui a rendu la gauche productiviste, ce qui a fait que la gauche s'est mise à croire à la religion du toujours plus, c'est deux choses. C'était d'abord, en 1880, la victoire de la social-démocratie allemande, critiquée d'ailleurs en son temps par Marx avec la fameuse critique du programme de Gotha. Et puis, surtout, ce qui a rendu la gauche productiviste, c'était le stalinisme. Le stalinisme, au-delà de la monstruosité politique, ça a été le choix de ne pas mener la lutte des classes dans le domaine de la consommation. C'était le choix de ne pas mener la lutte des classes dans le modèle des styles de vie, de considérer que l'objectif, c'était que tout le monde puisse vivre demain comme un petit bourgeois. C'était de considérer que finalement les expérimentations extraordinaires dans tous les domaines qui ont été réalisées entre 1917 et 1921 étaient mauvaises et dangereuses, que ce soit en matière de production, de consommation, d'architecture, de sexualité. On a fermé cette parenthèse pour finalement se soumettre à la loi qui est la loi de l'accumulation. Et regardez, on en a parlé ces derniers jours, comment la Chine a finalement suivi le même mouvement. Comment la Chine, avec ce qu'on a appelé, j'allais dire la monstruosité du grand bond en avant, a eu pour objectif de rattraper la société capitaliste. C'est-à-dire finalement de combattre le capitalisme avec ces mêmes moyens, ces mêmes armes. Comment voulez-vous ensuite vous étonner que finalement, aujourd'hui, le Parti communiste chinois soit le meilleur capitaliste au monde? C'est-à-dire qu'on a une société qui repose, alors là de manière particulièrement visible, sur l'exploitation du travail, sur la casse des cultures régionales, populaires, et sur le pillage des écosystèmes. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, au regard des taux de croissance à deux chiffres de la Chine, toutes les études montrent que les Chinois ne se disent pas plus heureux aujourd'hui qu'il y a 15 ans. C'est-à-dire que ça, c'est réconfortant, de penser que chaque fois qu'on gagne un point de PIB, on gagnerait un point de bonheur. Eh bien, ça ne fonctionne pas de façon aussi simple. En fait, il y a toujours eu deux gauches. Dans mon dernier bouquin, j'ai fait l'histoire de 2 siècles et demi de la gauche. Il y a toujours eu une gauche productiviste, celle qui avait foi dans le développement de l'économie, de la technoscience. Cette gauche productiviste, elle a toujours été dominante. Cette gauche productiviste, elle a aujourd'hui du plomb dans l'aile, parce qu'elle ne peut pas promettre le pays de cocagne à 7 milliards d'humains. Puis il y a toujours eu une autre gauche, d'autres gauches, serait plus juste au pluriel, d'autres gauches qui plongeaient les racines dans les résistances spontanées des milieux populaires à ce qui était présenté comme le progrès. C'était ces luttes pendant plusieurs siècles des paysans contre ce qu'on appelait le mouvement des enclosures, c'est-à-dire l'accès à la propriété exclusivement privée des terres, la fin des terres communes, la fin des biens communs. C'est ces luttes pendant près de 2 siècles des paysans refusant le passage de la faucille à la faux. Parce que derrière ce changement d'objet technique, ce qui était en jeu, c'était la défense de leur mode de vie, du travail pour tout le monde et du droit de glanage. C'était la lutte pendant des siècles des ouvriers cassant non pas toutes les machines, mais celles qui prenaient leur place.
celles qui cassaient leur identité de métier. C'était le fameux bouquin de Paul Lafargue, Le droit à la paresse. Ça a été au XIXe siècle les ouvriers les plus qualifiés, l'aristocratie ouvrière, qu'on nommait les sublimes. Et ces ouvriers hautement qualifiés choisissaient de travailler le moins possible. Et ils refusaient de s'embaucher le lundi parce qu'ils voulaient fêter ce qu'ils appelaient la Saint-Lundi. Et le lundi, pour eux, avec un grand avantage sur les dimanches, c'était que les cabarets étaient ouverts. Ça a été aussi dans les années 70-80, la revendication pour vivre et travailler au pays. Mais toutes ces gauches antiproductivistes ont été toujours ridiculisées, moquées, à tel point qu'elles étaient devenues totalement pessimistes. À l'image de la philosophie de Francfort, à l'image de Walter Benjamin, qui s'est suicidé en 1940 au moment de l'invasion de la France par les hordes nazies, pour protester à la fois contre la montée de l'extrême droite, du fascisme, du nazisme, mais également pour réagir à ce sentiment d'impuissance qu'il avait, c'est-à-dire cette incapacité des forces émancipatrices à créer un grand projet capable de susciter le désir. La vraie question, pour moi, c'est aujourd'hui la possibilité de refonder de nouvelles gauches antiproductivistes, mais cette fois enfin optimistes. Pour moi, la gauche antiproductiviste, ce n'est pas la gauche de la plus grosse louche. Le SMIC à 1 700 € est peut-être plus juste socialement, mais il n'est pas plus révolutionnaire que le SMIC à 1 500 €. Mais la gauche que j'aime, l'objection de croissance que j'aime, c'est pas non plus celle de la plus petite louche. C'est celle qui veut partager autrement un autre gâteau. C'est-à-dire qui veut changer sa recette. Qu'est-ce qu'on produit, comment et pour qui? On partage très mal des yachts. On partage très mal des golfs. Cette troisième révolution, c'est celle du passage des passions tristes aux passions joyeuses. Je vous dis tout à l'heure, elle est déjà fondée sur cette bonne nouvelle, la planète est assez riche, pour permettre de faire vivre 7, 8, 9 milliards d'humains. Mais ce passage est aussi fondé sur un choix politique. Il faut en finir avec toute idée de sacrifice. Il faut en finir avec tout ce qu'il peut rester dans notre tradition politique et philosophique d'idées d'ascèse. Qui dit sacrifice, dit nécessité d'un appareil pour gérer ce sacrifice. Les églises ont promis le paradis céleste, mais elles ont développé l'inquisition, le fondamentalisme, l'intégrisme. Le stalinisme a promis le paradis sur terre pour après-demain matin, après les générations sacrifiées, comme on disait. Mais on a connu le goulag. Moi, je ne crois pas au lendemain qui chante. Je ne crois plus au lendemain qui chante. Parce que je veux chanter au présent. Je veux chanter au présent car, comme le disait Gilles Deleuze, seul le désir est actif. Seul le désir est révolutionnaire. Le grand désir de vivre face au capitalisme mortifère. Si le capitalisme est tout ce qui nous tue, les OGM, les semences stériles, la perte de fertilité des spermatozoïdes, la casse des écosystèmes, la destruction des cultures populaires, eh bien l'alternative au capitalisme, c'est tout ce qui est du côté de la vie. Et je l'affirme avec force. La décroissance, l'objection de croissance que j'aime, ce n'est pas par exemple celle du journal de la décroissance. Ce n'est pas l'austérité. Ce n'est pas de faire la même chose en moins. C'est pas d'appeler les pauvres à se serrer la ceinture, un peu, beaucoup, passionnément ou à la folie. Cette décroissance de droite est pour moi un adversaire politique, notamment depuis qu'elle condamne le mouvement des indignés, depuis qu'elle condamne les Anonymous, depuis qu'elle excommunie toute idée de gratuité des services publics et de revenus garantis, depuis qu'elle refuse de remettre en cause la pseudo-valeur travail, depuis qu'elle ne considère pas que le grand mouvement historique pour la réduction du temps de travail est effectivement un des éléments essentiels de notre combat. Cette décroissance de droite est volontiers malthusienne. C'est celle qui hurle qu'on va manquer, que le
système va s'effondrer de lui-même, avec par exemple le pic de pétrole. C'est vrai que les réserves mondiales de pétrole sont encore prévues pour une quarantaine d'années. Mais Jean Ziegler a raison. Si 1 milliard d'humains crèvent de faim, c'est pas parce qu'il n'y a pas assez. C'est parce qu'il y a un véritable scandale politique. C'est le poids des grands-levis. C'est le fait de choisir de produire ce qui est utile à une petite minorité et non pas à la grande majorité. C'est le fait de développer les agrocarburants, de choisir d'alimenter nos voitures plutôt que les humains. Et Geneviève Azam, économiste d'Attaque, a aussi raison. Malgré le pic de pétrole, malgré la raréfaction du pétrole, le système va encore trouver de quoi nous pourrir la vie pendant longtemps. Que ce soit avec les gaz de schiste, d'où le débat actuel sur les gaz de schiste, que ce soit avec le retour au nucléaire, que ce soit avec le charbon, les réserves mondiales de charbon, c'est 2 siècles et demi de consommation au rythme actuel. Le problème, c'est que le charbon, même liquéfié, ça reste un tueur de climat. Dire oui, on pourra faire fonctionner nos bagnoles avec du charbon, mais c'est le dérèglement climatique assuré. Sans oublier l'utilisation des nanotechnologies. Le système ne s'effondrera pas de lui-même. Oui, il nous conduit dans le mur, mais à moyen terme. Et le constat qu'il nous conduit dans le mur ne suffit pas à fonder un projet. Et après le capitalisme, on peut très bien avoir un hypercapitalisme. Après le productivisme, on peut très bien avoir un hyperproductivisme. Hier soir, j'ai montré en quoi ce qu'on appelle le capitalisme vert, cette volonté d'adapter la planète et l'humanité aux besoins du productivisme, c'est pas simplement un gadget, c'est un vrai projet. Le problème, c'est qu'en face, il n'y a pas aujourd'hui un projet qui soit à la hauteur. Regardez dans les textes actuels, regardez au moment des négociations qui sont en train de se terminer sur le climat. Le maître mot, c'est plus de lutter contre le réchauffement, parce qu'on considère que cette lutte est perdue. Le maître mot, c'est l'adaptation. Et dans un rapport qui est paru en 2010, début 2011, on nous explique qu'avec les conséquences de l'augmentation du chômage, du réchauffement, d'ici quelques décennies, il fera trop chaud pour pouvoir passer son été, par exemple, au bord de la mer. Eh bien, qu'il va falloir bétonner la montagne pour pouvoir développer un tourisme de masse. Tout est prêt pour cette adaptation. Cette stratégie d'adaptation est meurtrière. Je ne veux pas reprendre tous les exemples que j'ai donnés hier au soir, mais quand on parle d'adaptation de la planète, ce sont avant tout ces techniques de modification artificielle du climat. C'est ce bouclier artificiel qu'on envisage de mettre entre le Soleil et la Terre pour la protéger des rayons du Soleil. Et les scientifiques crient attention, danger, parce qu'on joue aux apprentis sorciers. On ne sait pas quelles vont être les conséquences. Je disais aussi hier au soir qu'il n'y a pas que la planète que l'on souhaite adapter, c'est aussi l'humanité. J'avais cité 2 évolutions programmées, celle du passage de l'homo sapiens sapiens que nous sommes au robot sapiens, l'individu appareillé, avec des prothèses techniques intelligentes ou pas, celle également de l'individu grand consommateur de médicaments, de substances d'amplification cognitive du cerveau. Mais on travaille également pour rendre l'humain immortel. Il y a plusieurs projets actuellement financés à l'échelle internationale. Il y a un projet qui vise à utiliser les nanotechnologies. Tous les 20 ans, on boirait un petit breuvage nanotechnologique et ces petits nanorobots viendraient désencrasser nos organes. On travaille aussi pour permettre de télécharger notre mémoire sur un disque dur d'ordinateur. Et pour peu qu'on ait quelques clés de sauvegarde, il y a quelque chose qui nous subsisterait éternellement. Nous ne l'aurons pas. Au-delà du caractère de science-fiction, il y a une dimension politique qui est posée. Est-ce qu'on envisage sérieusement de déplacer sur une autre planète 8 milliards d'humains? Ou est-ce qu'on entend réserver cette éventualité à quelques centaines de milliers de personnes? La question qui est posée derrière ce transhumanisme, ce post-humanisme, c'est la question que mon ami brésilien ministre de la Santé ne cesse de poser.
Si on poursuit les tendances actuelles, en matière d'inégalité d'accès à la santé, en matière d'inégalité d'accès à l'alimentation, à l'eau, en matière d'inégalité d'accès à l'école, en matière d'inégalité d'espérance de vie, on ne pourra bientôt plus parler d'espèce humaine au singulier. Nous sommes en train de cliver l'humanité. Regardez en matière d'urbanisme. Les deux formes urbaines qui sont en train de se développer le plus vite à l'échelle mondiale, c'est d'un côté les bidonvilles. Nous avons aujourd'hui 1 milliard d'humains qui vivent dans des bidonvilles. Et on estime que si on ne fait rien, d'ici 50 ans, nous irons 1,7 milliard d'humains dans les bidonvilles. Et à côté de ces bidonvilles, la forme urbaine qui se développe le plus vite, ce sont les villes privées. Les villes privées qui, aujourd'hui, déjà sur le continent nord-américain, hébergent 34 millions de personnes. Mais même dans nos bonnes villes républicaines françaises, nous avons de plus en plus des quartiers riches qui refusent d'être reliés aux quartiers pauvres par des équipements collectifs comme les transports, ou qui refusent de recevoir des équipements comme des piscines ou des bibliothèques qui pourraient attirer une population qui ne souhaite pas voir. Nous sommes en train de généraliser et de banaliser un véritable apartheid social. La société de la croissance, la société du toujours plus, non seulement elle ne crée pas d'emploi, non seulement elle ne crée pas le bonheur, mais elle menace l'unité même du genre humain. J'ajouterais que si l'objection de croissance que j'aime, c'est pas la décroissance de droite, c'est-à-dire le serrage de ceinture, c'est pas non plus une décroissance bigote, celle des dames patronesses, celle des directeurs de conscience, celle qui voudrait apprendre au peuple comment se passer de ce qu'il n'a pas. La décroissance que j'aime, c'est pas celle des donneurs de leçons, c'est pas celle du tous idiot sauf nous, petite avant-garde éclairée. Je me méfie beaucoup, parce que l'histoire nous l'a appris. Je dirais des méfaits des avant-gardes éclairées. Cette décroissance moralisatrice est non seulement injuste, mais contre-productive. Parce qu'on ne changera pas le monde en culpabilisant les gens. Salaud de pauvre qui osait revendiquer, alors qu'il y a le feu à la planète. On ne changera pas le monde en appelant à la responsabilité. Le savoir ne suffit pas pour agir. On le sait. Nous savons tous que nous allons dans le mur. Mais nous continuons pourtant à pédaler. Le savoir peut même désespérer. Moi, parmi mes étudiants, l'immense majorité sont convaincus du constat. Mais ils n'entrevoient pas la possibilité de faire des pas de côté. Et ce désespoir peut aussi développer le cynisme. Puisque c'est foutu, pourquoi se priver? On ne changera le monde qu'en donnant envie, qu'en suscitant le désir. Quand je dis ça, l'imposition n'est pas anti-religieuse, même si je suis athée. On peut croiser la religion et l'écologie de deux façons. Soit avec les théologies de la libération, et on débouche alors sur le bien vivre, le buen vivir. C'est pas par hasard que ce mouvement du bien vivre, du buen vivir, est apparu en Amérique latine. C'est-à-dire là où se sont développées ces dernières décennies des formes de religiosité, de spiritualité différentes. Soit on peut croiser l'écologie et une droite catho-réactionnaire, et on débouche alors sur une position tout à fait opposée. Ce choix des passions joyeuses contre les passions tristes, ce n'est pas un choix purement scolastique, il a des conséquences pratico-pratiques. Moi, je suis convaincu que les gens sont moins bêtes qu'angoissés. Je suis convaincu que les gens sont moins manipulés que désespérés. La bonne question, c'est donc pas de diaboliser ceux qui regardent la télé, tous des cervelés sauf nous. La bonne question, c'est pas de diaboliser ceux qui utilisent une voiture, tous pollueurs sauf nous. Même s'il faut faire la critique du système médiatique. Même s'il faut apprendre à sortir de la civilisation de la voiture. Mais la bonne question, c'est qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que les gauches font pour résoudre les angoisses existentielles? Qu'est-ce qu'elles font pour combattre le désespoir? Qu'est-ce qu'on offre comme alternative qui soit crédible, joyeuse? On le voit, l'enjeu est pratique. Sommes-nous du côté de la créativité?
Sommes-nous du côté des pas de côté ou simplement dans la dénonciation de ce qui ne va pas? Et notre tradition politique en France, de gauche et de l'écologie, a choisi majoritairement au XXe siècle de ne pas faire d'expérimentation, de ne pas multiplier les pas de côté. On a volontairement cassé tous les petits bouts d'autres sociétés qui existaient dans celle-là. Moi, je suis convaincu que nous étions plus près, à la fin du XIXe siècle, d'une autre société qu'on pourrait appeler socialiste, qu'on l'est aujourd'hui. Parce que nous avons cassé toutes les formes de vie pré-capitalistes, et nous avons cassé toutes les formes de vie qu'on pourrait appeler proto-socialistes. Et nous l'avons fait volontairement, qu'il s'agisse du syndicalisme à base multiple, du mouvement coopératif, du socialisme municipal. On l'a fait volontairement parce qu'on considérait que si ça fonctionnait, si ça marchait, eh bien les gens n'avaient plus besoin de s'engager pour le grand problème qui était la conquête du pouvoir central. Ça détournait des bons enjeux. Eh bien on s'est trompé. Et il faut aujourd'hui le reconnaître. Et il faut multiplier les expérimentations. Le droit aux expérimentations existe d'ailleurs dans la Constitution française depuis 10 ans. Mais il est inutilisé par la gauche et utilisé par la droite. La gauche reste prisonnière d'un schéma centralisateur, étatiste. Pourtant, ce que le XXe siècle nous a appris, c'est que le plus important pour changer la société, c'est pas la conquête du pouvoir central. C'est même pas la question du partage du pouvoir. C'est le fait d'apprendre à s'en défaire. La seule stratégie possible pour moi, c'est celle de la constitution d'une masse critique à partir d'une multiplication d'expériences. Et je suis convaincu qu'on est beaucoup moins démunis pour cela qu'on le pense. Il y a un philosophe que j'aime beaucoup, Jean-François Lyotard, qui parle de paroles en souffrance. Il dit qu'il y a des mots qui sont prononcés, mais que plus personne n'entend, parce que nous n'avons pas l'oreille faite pour cela. L'exemple de ces mots prononcés, c'est cette parole qui émane notamment des milieux populaires. On dit les gens ne s'engagent plus, ne s'expriment plus. Est-ce que ce ne serait pas nos modalités d'écoute qui seraient défaillantes plutôt que leur capacité à s'exprimer? Donc Lyotard parle de paroles en souffrance. Moi, je suis convaincu qu'il existe des alternatives en souffrance. Un écosocialisme, socialisme gourmand en souffrance. La grande force du système, c'est de rendre les cultures populaires, les milieux populaires, les alternatives invisibles. Rimbaud, au XIXe siècle, disait qu'il fallait redevenir des voyants. Pour lui, c'était le grand projet politique, puisqu'il considérait que cette société nous rendait aveugles, que cette société nous rendait insensibles. Eh bien, je crois que le programme de Rimbaud reste toujours aussi vrai. La grande urgence aujourd'hui, c'est de rendre visible l'invisible, de prendre conscience de la richesse des alternatives individuelles, collectives, politiques qui existent déjà. Et ça a été, je dirais, à la fois l'objectif du Forum mondial de la pauvreté. Ce forum qui a réuni pendant 3 jours des milliers de personnes fin juillet, en collaboration avec le mouvement Emmaüs, a posé 2 questions. La première question, c'est tout simplement que un pauvre, ce n'est pas un riche, auquel ne manquerait que l'argent. Dire cela, ça peut sembler une boutade rapide. En réalité, je dirais c'est tout un programme. Dire qu'un pauvre, ce n'est pas un riche auquel ne manquerait que l'argent, c'est affirmer que la pauvreté ne se définit pas par un manque. C'est affirmer que les pauvres ont une autre richesse. Cette autre richesse, c'est des modes de vie particuliers, c'est des cultures spécifiques, c'est d'autres rapports au temps, un temps plus lent, c'est d'autres rapports à l'espace, une vie plus relocalisée, c'est d'autres rapports à la nature, d'autres rapports à la famille. On sait par exemple que la famille a beaucoup plus d'importance dans les milieux populaires que dans la bonne société. L'importance des contacts familiaux, des visites, j'allais dire dominicales, les uns chez les autres, est infiniment plus importante dans les milieux populaires que dans le reste de la société. Donc les pauvres ont une positivité. Ils ne
se définissent pas seulement par la négativité. C'est nous, riches, qui voyons les pauvres de cette façon. Et puis, le deuxième fil rouge, ça a été de dire qu'il fallait en finir avec l'idée de réinsérer les pauvres dans cette société. Les naufragés du système ne retrouveront jamais leur place. Les milliards d'humains tombés à l'échelle planétaire devront apprendre à vivre autrement. Et dire cela, c'est pas, je dirais, c'est pas triste. Dire cela, c'est revendiquer le droit aux expérimentations. C'est dire qu'il faut multiplier les pas de côté. Lorsque la principale communauté Emmaüs en France, celle de l'Escarpeau dans les Pyrénées, a choisi de changer de stratégie, en disant, puisqu'on n'arrivera pas à réinsérer les gens dans la société, il ne faut pas se leurrer, c'est un mensonge. La communauté ne doit plus être un lieu de passage. Ça doit devenir un lieu de vie. Ça change beaucoup de choses. Ça veut dire que, par exemple, au lieu de dormir en dortoir, on va donner la possibilité d'habiter dignement. Ça a été d'abord des mobil-homes. Puis on a construit un éco-village dans lequel on a recherché non seulement le confort, mais on a recherché également le beau. Ça veut dire également que, contrairement à beaucoup de communautés, on a cessé de diaboliser les femmes et qu'on a permis de développer des vies de couple et d'avoir des enfants. Ça veut dire qu'au lieu d'interdire l'alcool, ce qui se pratique habituellement, on a accompagné la consommation de l'alcool, y compris avec l'intervention de thérapeutes. Ça veut dire qu'on a mis en place des modalités artistiques qui sont aussi politiques, d'expression, comme le théâtre-forum, pour permettre aux compagnons et aux compagnes, ces gens qui arrivent esquintés par la vie, de dire leurs souffrances, mais de dire aussi leurs rêves, leur espoir. Je ne dis pas qu'il faut généraliser à l'ensemble de la société ce qui est expérimenté dans ce type de lieu. Je dis qu'il faut nous inspirer pour découvrir qu'il est possible de vivre autrement.